Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne, l'audition de Martin Hirsch par à la mission d'information du Sénat sur le scandale du Mediator. Ancien directeur de cabinet de Bernard Kouchner au secrétariat d'État à la santé et ancien conseiller chargé de la santé auprès de Martine Aubry entre 1997 et 1999. Martin Hirsch est aussi l'auteur d'un ouvrage sur les conflits d'intérêts. Il a été entendu hier par les sénateurs de la mission d'information sur le scandale du Mediator. Une audition qui intervient alors qu'un sondage publié hier montre que 66% des personnes interrogées s'estiment de moins en moins confiantes envers les industries pharmaceutiques depuis l'affaire du Mediator. Tout de suite donc l'audition de Martin Hirsch. Donc nous allons poursuivre nos auditions avec Monsieur Hirsch, que je n'ai pas effectivement besoin de présenter puisque il a exercé de nombreuses responsabilités. Nous l'auditionnons non seulement en raison des fonctions qu'il a occupées dans les années fin des années 90, mais aussi pour ses compétences et les propositions qu'il a été amené à faire à la suite de cette affaire du Mediator. Cette affaire du Mediator qu'il a été amené à faire, excusez-moi, ici ou là, je ne parle pas seulement de son livre qui a été publié avant l'affaire du Mediator, mais surtout des interviews qu'il a pu donner ici et là et qui me semblent susceptibles de nourrir la réflexion que nous avons actuellement dans la perspective du rapport que nous rendrons public à la fin du mois de juin. Donc, vous avez été donc directeur du cabinet du secrétaire d'État à la santé, Monsieur Bernard Kouchner, et ancien conseiller chargé de la santé au cabinet du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Madame Martine Aubry, de 97 à 99. Et donc, avant de vous interroger, je voudrais vous informer que cette séance, donc cette audition est ouverte à la presse et fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat. Et pour la forme, je vous demanderai vos liens d'intérêt. Je dis pour la forme parce que je crois savoir que vous n'en avez pas beaucoup, sinon pas du tout. C'est pourquoi je dis pour la forme. Mais enfin, c'est vous qui allez répondre, bien entendu. Peut-être est-ce que je me trompe Pardon ? Oui, les liens d'intérêt. Si vous avez des liens d'intérêt avec les entreprises produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits. Bon, alors, je vais peut-être être surpris par votre réponse, mais enfin, je vous écoute. Alors, merci, Monsieur le Président, et je me réjouis que vous me posez cette question. Non, je n'ai ni dans le présent ni dans le passé aucun lien d'intérêt. Je ne suis pas surpris. Pas d'action, aucun lien financier, jamais de voyage rémunéré par l'industrie pharmaceutique, jamais de rémunération venant de l'industrie pharmaceutique, jamais de lien direct ou indirect avec l'industrie pharmaceutique, mais des responsabilités exercées dans ce secteur-là. C'est pour ça que je disais pour la forme, mais vous avez bien compris. Alors, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire une intervention liminaire d'une dizaine de minutes et ensuite, Madame la rapporteure vous interrogera ainsi que mes collègues ici présents. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Quelques mots d'abord sur mes interactions, mes responsabilités dans le secteur. Ça commence en 92-93, où je suis le conseiller juridique du ministère de la Santé au moment de la loi de sécurité sanitaire du 4 janvier 93 qui crée l'Agence du médicament. Et j'étais dans ce bâtiment quand, avec le sénateur Hurier, nous avons mis en place l'amendement sénatorial qui a introduit l'Agence du médicament dans une réforme qui auparavant n'était que la réforme de la transfusion sanguine. Et donc suivi d'un peu près l'évolution de ces institutions.
J'étais ensuite pendant 2 ans directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui m'a permis de connaître un peu, y compris les difficultés, les pressions qu'il peut y avoir dans le domaine du médicament. Et puis j'étais ensuite donc directeur de cabinet de Bernard Kouchner au moment de la 2e loi de sécurité sanitaire, celle qui transforme l'agence du médicament en AFSAPS. L'AFSA, je me suis retrouvé ensuite comme directeur général de l'AFSA entre 1999 et 2005, à continuer du coup à être dans les comités de sécurité sanitaire, dans les réunions soit auprès des ministres, soit auprès des directeurs généraux de la santé qui réfléchissaient sur la sécurité sanitaire. Je commence également par vous dire qu'effectivement, je fais partie de ceux qui n'ont pas entendu parler du Mediator avant très récemment, y compris pendant cette période 97-99, où pourtant nous avions très régulièrement autour du secrétaire d'État l'ensemble des responsables des autorités sanitaires, qu'il s'agisse du directeur général de la santé, de l'agence du médicament, etc., pour faire des points réguliers sur les alertes éventuelles, et notamment le moment où le rapport de la CNAM, de l'assurance maladie vient vers l'agence du médicament, c'était un moment où nous étions tout le temps ensemble c'était le moment où on essayait de mettre le frein sur le vaccin contre l'hépatite B qui avait pris et donc les épidémiologistes dont on parle, Lucien Benaïm, etc. On se voyait tout le temps sur ce sujet-là et je crois vraiment, je n'ai pas avoir été détrompé, que aucun d'entre eux a dit il y a par ailleurs une question qui est en train d'émerger sur le Mediator. Moi, en quelques minutes, mon point de vue là-dessus, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les procédures administratives, l'organisation administrative qui est certainement sur lesquelles il peut y avoir des modifications. Je pense que l'une des raisons qui peuvent qu'il est difficile quand on relit soit le rapport de l'IGAS, soit tout ce qui a été écrit, de comprendre ce qui s'est passé sans imaginer que le système était sous emprise économique et sous influence. Et que globalement, il n'est pas si mal, je reviendrai, il n'est pas si mal qu'il y ait un responsable du médicament qui ne soit pas un ministre, qui ait la responsabilité de l'autorisation sur le médicament, qui ait la responsabilité sanitaire et de l'autorisation et du retrait de la mise sur le marché. Je pense qu'il n'est pas si mal qu'il y ait un organisme d'État spécialisé dans les questions de sécurité sanitaire avec des responsabilités bien identifiées, qu'il y ait des gens que ça empêche de dormir, de savoir s'il y a ou non certains médicaments sur le marché. Je pense qu'on peut revoir les questions d'architecture des différentes commissions, mais que le problème, à mon sens, est un peu plus en amont. Et il me semble qu'il y a un lien entre le fait qu'aujourd'hui, après le Mediator, on s'interroge sur un certain nombre de médicaments sur le marché et le fait qu'effectivement la France soit un pays qui est grand consommateur de médicaments, pour lequel on voit effectivement que l'influence qui peut être exercée peut s'exercer d'un bout à l'autre de la chaîne, depuis l'influence qui peut être exercée sur les patients, avec un certain nombre d'associations de patients qui sont financées par l'industrie pharmaceutique, avec l'influence qui peut être exercée sur la recherche publique, avec la recherche publique qui a été encouragée ces dernières années à multiplier les collaborations avec l'industrie pharmaceutique, et sans se dire qu'il devait y avoir d'un côté une recherche publique qui pouvait être effectivement orientée vers l'innovation, financée par l'industrie pharmaceutique, à condition qu'il reste une recherche publique qui soit strictement indépendante de l'industrie pharmaceutique, en remontant avec l'influence exercée sur les médecins eux-mêmes, avec la visite médicale, les congrès médicaux, les voyages, etc., avec une influence exercée sur les cercles d'expertise, avec une influence exercée sur le système lui-même de sécurité sanitaire. J'ai écrit, je pense, il me paraît strictement anormal et que lorsque est détecté un problème
ça ne soit pas l'autorité sanitaire qui commandite, finance, pilote les études, et qu'on se tourne vers le laboratoire qui a un intérêt à maintenir sur le marché les choses pour pouvoir financer ces études et financer les chercheurs qui, du coup, aussi éminents soient-ils et intellectuellement brillants soient-ils, ont été leur chiffre d'affaires, soit de leur laboratoire public, soit de leur société de conseil privée, soit de leur rémunération personnelle, provient du laboratoire dont ils sont censés contrôler le produit. Ce système, si les leçons du Mediator n'est pas de mettre fin à tout cela, je pense que nous aurons beaucoup d'autres Mediators. Je continue sur le système sous influence. Je pense que si j'avais à réécrire mon livre sur les conflits d'intérêts, je réécrirais les chapitres que j'ai écrits. Rien ne vous interdit d'en écrire un autre. Non, mais je pense effectivement que j'étais trop optimiste dans la vision que j'avais en prenant comme modèle. Je pense quand même qu'on est passé qu'on a fait des progrès très importants depuis l'époque des années 80-70, mais que cependant tout ce qui a été mis à jour ces derniers mois montre que nous étions au petit milieu du gué sur ce qu'il fallait faire, et que notamment dans ce domaine-là, la question de la transparence sur les intérêts n'est pas suffisante, puisqu'il faut aller au-delà et aller jusqu'à effectivement l'absence de... Il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce que on voit aujourd'hui. À la fois la part de ceux qui, parmi les experts, avaient encore des liens forts dans les experts externes du système, et à la fois le fait que ce qui avait été conçu comme équilibre avec l'expertise interne n'a pas joué son rôle de garde-fou. 3 secondes là-dessus. Quand on crée l'agence du médicament par l'amendement à la loi du 4 janvier 93, on repose avec l'idée que, effectivement, dans le système tel qu'il est, il faut à la fois pouvoir mobiliser sur l'expertise les meilleurs chercheurs, dont on n'arrivera pas à faire en sorte qu'il n'ait aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, mais dont on se dit qu'au moins on pourra rendre transparent et public leurs liens et écarter certains d'entre eux, et qu'on contrebalancera les liens que l'expertise externe a par construction dans le système français aujourd'hui avec l'industrie pharmaceutique par une expertise interne de personnes dont le seul, j'allais dire, chef, le seul financier doit être la puissance publique. Et que l'un plus l'autre fera qu'on a peut-être une expertise interne qui ne seront pas des gens qui auront le prix Nobel, ou qui auront les grands prix de recherche ou les meilleures publications dans les journaux médicaux, mais qui seront strictement sans aucune influence de l'industrie et des intérêts économiques, et qui pourront du coup contrebalancer des experts qui seront peut-être plus pointus, mais par ailleurs un peu plus liés à l'industrie pharmaceutique. On voit que du côté des experts, ça n'est pas un peu lié, mais c'est souvent très lié, et que du coup l'expertise interne n'a pas pu été en mesure de contrebalancer ce type d'influence. Et puis on voit au-delà effectivement que dans l'ensemble des milieux politiques, administratifs, d'expertise, il y a effectivement des liens d'intérêt qui ne sont pas peut-être la responsabilité directe de telle ou telle chose, mais qui créent un environnement dans lequel on ne sait plus qui décide en fonction de quoi, qui conseille en fonction de quoi. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut être radical, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire en sorte que, j'ai pas parlé, que la forme... Si je reprends depuis le départ, formation initiale et formation médicale continue ne doit plus être dépendante de l'industrie pharmaceutique du tout. On en est loin. Deuxièmement, que les congrès,
le fait que les experts aillent à des congrès ne doit plus dépendre de l'industrie pharmaceutique. Même quand on lit l'excellent livre d'Irène Frachon, elle raconte elle-même comment, quand elle va dans un congrès pour parler de l'HTAP, elle y va dans des congrès qui sont peut-être pas financés par Servier, mais qui sont financés par d'autres, quoi. Quand j'ai lu son livre de A jusqu'à Z, c'était estomacant de voir que cela reste comme ça. C'est un système qu'on connaît bien. Si l'industrie pharmaceutique n'était pas là, il n'y aurait pas de congrès. Ben, il y a quelque temps, tous les experts qu'on a auditionnés nous disent, mais heureusement qu'ils sont là, rendez-vous compte. Oui, alors, je me demande comment les professions libérales qui ne bénéficient pas de cette industrie, enfin de la manne de l'industrie pharmaceutique, font pour se réunir en congrès. Peut-être qu'il y a d'autres explications, Monsieur le Sénateur, sur lesquelles qui débordent un peu du mandat, mais ça peut arriver qu'il y ait le même genre de lien. Mais effectivement, dans ce secteur-là, c'est effectivement clair. Mais on peut y mettre fin. Moi, j'ai connu l'époque où, dans les maternités des hôpitaux, de l'assistance publique, par exemple, il y avait le tour de lait et les producteurs de lait fournissaient du lait gratuit, s'entendaient avec les équipes, les obstétriciens, pour faire croire aux pauvres mamans qu'elles n'avaient pas le droit de changer de lait une fois qu'elles en avaient essayé une marque et chaque marque avait sa semaine, et en contrepartie, on alimentait la caisse pour financer les voyages. Le tour de lait a été terminé. Le tour de lait a été... Exactement. Voilà un beau système sous influence. Malheureusement, il existe encore extrêmement largement, et dans le secteur libéral et dans le secteur public. On en a des témoignages tout le temps. D'où formation initiale, formation continue, congrès, société savante, bien évidemment. Une société doit être savante, c'est pas une société achetée, donc une société doit être savante. Elle ne doit pas être payée par l'industrie pharmaceutique. Et pour le moins, dans l'urgence, il faudrait peut-être qu'elle signale aujourd'hui quels sont les financements qu'elle découle des privés, y compris tous les instituts qui ont des beaux noms et qui derrière ont des financements privés. Je crois vraiment qu'il faut être assez radical. Je pense que la visite médicale, pour laquelle il y a un excellent rapport de l'IGAS aussi, malheureusement trop méconnu, de 2007, qui montre bien comment fonctionne la visite médicale, est un élément important. Je remarque d'ailleurs que, une fois que j'ai dit cela, certains ont voulu porter plainte contre moi en diffamation ou je ne sais quoi, et lorsqu'on s'est expliqué, ils m'ont dit que, en fait, ils partageaient un certain nombre des constats et considéraient qu'effectivement, la visite médicale telle qu'elle fonctionnait aujourd'hui, il faut savoir comment ça fonctionne, c'est-à-dire que les visiteurs médicaux ont, de par leur chef, on leur explique, attention, il y a des médecins qui sont des blaireaux. C'est le terme officieux, mais communément appelé. On appelle un blaireau un médecin qui prescrit pas assez et qui refuse d'ouvrir grand sa porte à la visite médicale, en disant c'est pas la peine de perdre son temps avec lui. Et il ne faut pas se tromper sur les baisses d'effectifs de la visite médicale. Les baisses d'effectifs de la visite médicale ne veut pas dire qu'on relâche la pression sur les prescripteurs, ça veut dire qu'on cible mieux et plus efficacement la pression sur des prescripteurs bien identifiés comme pouvant être vecteurs de boostage des médicaments. Et il serait intéressant de savoir comment est-ce que ceux-là ont connaissance des informations qui permettent de connaître parfaitement le profil du prescripteur. Moi, je me souviens, quand j'étais à la pharmacie centrale des hôpitaux, j'ai vu une des entreprises venir me présenter son logiciel sur lequel on pouvait, d'un médecin, connaître combien il avait prescrit, quelle était la clientèle autour, quel était le fonctionnement avec les pharmacies d'à côté. C'était Google Earth Medical avant que Google existe, avec un degré de sophistication bien supérieur aux données dont l'assurance maladie dispose. Voilà. Donc, de l'ensemble de ces données, je pense, sans parler effectivement d'autres liens d'intérêt et de qui l'industrie pharmaceutique peut s'offrir les services à tout niveau de l'État, je pense par conséquent qu'il faut effectivement, au-delà de la question de savoir si des taxes doivent financer l'agence de médicaments, faire en sorte qu'on puisse reconquérir de l'argent public, probablement financé par l'industrie pharmaceutique, pour financer cette fois par exemple, pour qu'il y ait de l'argent qui devienne de l'argent
public L'information médicale qui continue. puisse financer l'ensemble de ces actions. C'est ce que, lorsqu'on disait cela il y a 15 ans, c'était sous la risée générale, on nous traitait d'idéalistes, etc. Lorsque le Sénat l'a dit il y a quelque temps, on a commencé à le prendre au sérieux. Oui, Merci, alors, monsieur. Merci, Merci, monsieur On l'a Hirsch. pas Merci. entendu. Hein. Aucune des agences ne l'a... Non, écoute, c'est pas le moment. On l'a écrit. Non, non. Mais vous l'avez écrit et, On l'a écrit. les lecteurs l'ont lu Oui, oui. avec beaucoup d'intérêt. C'est pour ça Très que bien. je rends, non pas à César, mais au Sénat, Merci. ce qu'il a, et je pense qu'il ne s'est pas trompé de diagnostic. Madame la rapporteure est très sensible, puisque c'est elle qui rapportait sur ce magnifique rapport. Vous avez terminé, monsieur? Je préfère répondre. Hein, oui, mais on va vous relancer, monsieur. Hein. Bon, eh bien, madame... alors, une petite question quand même. J'ai lu, je crois que c'était dans le JDD, vous avez donné beaucoup d'interviews, hein. J'en ai glané une parmi d'autres, hein. C'est peut-être pas la plus importante, mais enfin, j'ai été un peu, si vous voulez, interpellé, comme on dit, par une phrase que vous avez. Un labo adoptant de pareilles méthodes, vous parlez de Servier, quoi, bien entendu, hein, ne peut être considéré comme un acteur de santé publique responsable. Est-ce à dire que, hormis Servier, tous les autres laboratoires sont des acteurs de santé publique responsables? Ça a heurté, si vous voulez, ma pratique, enfin je dirais l'expérience que je pouvais avoir des pratiques des laboratoires en général, qui sont des pratiques tout à fait respectables dans la mesure où elles ont pour objet de vendre des médicaments et le plus de médicaments possible. On ne peut pas demander de la part d'un laboratoire qui a l'œil rivé sur la bourse, on ne peut pas lui demander effectivement d'avoir d'autres comportements. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais en ce qui vous concerne, vous semblez attendre de ces firmes un comportement public, de santé publique responsable. Alors, je voulais savoir si c'est vous qui aviez raison ou si c'est moi qui avais raison. Hein. Lequel de nous deux avait tort, quoi. Alors, par définition, vous ne pouvez pas avoir tort. Ce que je voulais dire, c'était deux choses. La première, en particulier, effectivement, cette interview est réalisée après le 16 janvier absolument. Donc, de cette année, après avoir dernier. lu peut-être rapidement, mais attentivement, l'ensemble du rapport de l'IGAS, et donc permettant d'avoir une appréciation assez étayée sur le fait que par rapport à ce qu'on voit en général, la stratégie que j'ai appelée d'enfumage, pour lequel on peut trouver tous les qualificatifs, était quand même particulièrement marquée, particulièrement sophistiquée, particulièrement perverse et malheureusement particulièrement efficace. Oui. Deuxième chose que je pensais, c'est que par ailleurs, je pense qu'il y a besoin d'inventer des médicaments, peut-être pas trop d'ailleurs, pas tant que cela, quoi. Il y a un élément sur lequel je reviendrai, qu'il y a besoin d'inventer des médicaments. Mais je pense qu'on a fait jouer au laboratoire pharmaceutique un rôle qui va au-delà de celui qui doit être le leur. Voilà. Donc je pense que par exemple, quand on dit l'information sur le médicament, je ne pense pas que ce soit le rôle direct de l'industrie pharmaceutique, Absolument. premièrement. Deuxièmement, son intégration dans la chaîne de pharmacovigilance, qui est là, est effectivement une action de santé publique, je pense qu'on s'est trompé. Troisièmement, son intervention dans le rôle de pilote et de financeur d'études qui peuvent avoir un impact sur la santé publique, là aussi, on va trop loin. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, dans l'ensemble de la santé, du secteur de la santé, l'industrie pharmaceutique est un acteur qui doit être respecté, irrespectable, mais qu'effectivement, il ne faut pas lui confier un rôle qui le met institutionnellement, lui, du coup, en conflit d'intérêts. Oui, alors, d'accord, on est d'accord sur ce point. Madame la rapporteure... Je ne vais pas vous poser des questions sur les conflits d'intérêts, les visiteurs médicaux, vous y avez répondu. Je crois que sur la visite médicale, quand même, il serait intéressant, je m'excuse, madame, si vous le permettez, vous préconisez la suppression de la visite médicale. Mais est-ce que vous pensez que c'est véritablement possible? Est-ce qu'on peut interdire un laboratoire
de déléguer certains de ses représentants pour aller voir certains médecins libéraux qui sont consentants, pour leur expliquer que tel ou tel produit est certainement ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Puisqu'il ne s'agit plus d'information, on est bien d'accord. Dès lors que c'est une entreprise qui fait de l'information, ça n'est plus de l'information, c'est de la publicité, et c'est de la promotion. Donc, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a le pouvoir d'une société comme la nôtre, d'interdire aux médecins libéraux de rencontrer des représentants des firmes pharmaceutiques? C'est la question que je me pose, parce que ça fait partie d'une de vos propositions, la suppression de la visite médicale. Voilà. Alors, quand on met cette proposition sur la table, en général, la première chose qu'on vous répond, c'est en réalité, c'est pas du tout fait pour influencer les médecins. La deuxième chose qu'on vous répond en général, c'est qu'il y a un code de déontologie parfait. La charte, vous voulez dire la charte? Oui, c'est ce que... La charte de visite médicale? Oui. Non, la HAS... J'ai reçu une lettre d'admonestation du directeur général du LEM pour m'expliquer que, en ayant parlé de la visite médicale, j'avais porté une grave offense puisqu'il y avait un code de déontologie qui faisait que tout était parfait. Il suffit de discuter avec des médecins. Non, mais la charte, voilà. la HAS elle-même a conclu que la charte n'avait rien changé et qu'elle n'était pas respectée. Donc le résultat là-dessus, il y a des textes. Donc on ne peut pas se prévaloir de la charte aujourd'hui pour valoriser la visite médicale. À mon avis, non. Et troisièmement, on vous répond en général que c'est indispensable et que c'est utile aux médecins, mais si je ne me trompe pas, il y a quand même 30 ou 40 médecins, des médecins libéraux qui ne reçoivent pas les visiteurs médicaux. Il y en a. Et qui se portent pas, dont les patients ne se portent pas plus mal. Enfin, il faut surtout demander aux patients. Oui, les patients on n'a pas d'informations là-dessus, mais enfin... Non, mais je pense que ça serait... C'est une étude qui serait extrêmement intéressante à faire, de regarder quel est le profil de prescription des médecins qui reçoivent les visiteurs médicaux et des médecins qui ne les reçoivent pas. Et je pense que ça serait extraordinairement instructif et illustratif. Oui, alors vous voyez, on peut déjà, je crois, sans risque de se tromper, dire que ceux qui ne reçoivent pas de visiteurs médicaux prescrivent beaucoup moins que ceux qui en reçoivent. Je pense qu'ils ont pas... Comment? L'étude existe. Oui, elle doit avoir été faite. Je ne la connais pas. Alors, est-ce que juridiquement, on peut... qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, il ne faut pas oublier que la visite médicale est payée par les cotisations d'assurance maladie que nous payons et par la CSG. Bien sûr. Ah. Donc, on peut déjà rendre insupportable financièrement je ne sais pas si c'est entre 3 et 10 milliards d'euros que coûte la visite médicale d'après le rapport de l'IGAS. Oui, vous savez qu'il existe déjà une taxe qui a justement pour effet de freiner les dépenses de promotion. Or, depuis que cette taxe existe, elle n'a rien empêché. Elle est totalement inefficace. Bon, alors, donc c'était pour essayer de pointer du doigt les difficultés qu'on peut pour obtenir un résultat avec une taxe. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est que si je ne crois pas qu'on puisse interdire quelque chose aux médecins, je pense qu'on peut tout à fait juridiquement, le législateur peut interdire à l'industrie d'avoir cette action-là. Les laboratoires pharmaceutiques sont tout à fait réglementés. Il y a des choses qu'ils ont le droit de faire, des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. On a bien interdit le démarchage, on a bien interdit, il y a des tas le colportage, il y a des tas de choses de réglementation qui existent. On a bien interdit la propharmacie, on peut. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a aucun obstacle juridique. Ensuite, il peut y avoir une question d'opportunité, etc. Il n'y a aucun obstacle juridique à dire qu'un laboratoire pharmaceutique n'a pas le droit d'aller faire la promotion directe au cabinet médical, autrement que de pouvoir éventuellement présenter ces médicaments dans telle ou telle enceinte, dans telle ou telle action, à telle ou telle occasion, qui peut être tout à fait cadrée. Je crois qu'il n'y a aucun obstacle, ni de valeur constitutionnelle, européenne, ni que ça viole la Convention européenne des droits de l'homme. Bien sûr, je vais vous donner la parole tout de suite. Alors, il y a M. Le Maine qui
veut vous poser une question. Je lui donne volontiers la parole. Merci, Monsieur le Président. Un prédécesseur, là, dans le cadre des auditions de ce matin, l'ancien directeur général de la santé, le professeur Dab, nous disait, en gros, il n'y a pas de politique de médicaments en France. Alors, est-ce que vous partagez cette assertion, première chose? Et si oui, quelle serait pour vous une politique du médicament en France? Ça, c'est la première section. Question. La deuxième, là, j'ai un article sous les yeux qui est libellé par Jacques Testard, que vous connaissez, qui est directeur honoraire de recherche à l'INSERM, et qui dit qui expertisera les scientifiques. Et il met en tête de son article, sommet d'arbitrer les débats. Des débats de plus en plus techniques, le monde politique se tourne vers des experts afin d'éclairer sa décision, mais ceux-ci, pour être compétents dans leur domaine, sont trop souvent liés aux intérêts du secteur. Une expertise publique pourrait aider à lever le soupçon. Et il pose la question, mais dans quelles conditions? Excusez-moi, sur la première question, sur la politique du médicament, est-ce que vous pensez qu'il faut recentraliser, avoir une direction générale du médicament et ou des produits de santé au ministère qui inclut non seulement le médicament, mais l'ensemble des produits de santé, les dispositifs médicaux et tout ce qui est issu aussi de l'agence de biomédecine, dont un jour ou l'autre, on peut se demander si on ne va pas avoir un PPI. Alors, moi, je ne sais pas donner des phrases définitives du genre il n'y a pas de politique du médicament. Il y a des politiques du médicament. Est-ce qu'elles sont bonnes, mauvaises, ou etc. Mais il y a une politique du médicament. Deuxièmement, il y a effectivement peut-être plus une politique des médicaments qu'une politique du médicament. Et je pense que s'il y avait quelque chose à revoir, quand on réfléchit, finalement, on donne l'autorisation le fonctionnement de l'autorisation de mise sur le marché part du précepte que si le rapport bénéfice-risque est favorable, le médicament peut être autorisé. Mais après tout, on n'a pas le raisonnement inverse en disant il peut y avoir des médicaments qui ont un rapport bénéfice-risque favorable, mais qui sont peut-être pas utiles dans la stratégie thérapeutique que doit déployer un pays. Vous voyez ce que quoi je reprends sur le Mediator et tous ces médicaments-là, en vous écoutant interroger mon prédécesseur à cette place pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'avait pas entendu parler avant de ce médicament. Je pense simplement parce que ces médicaments étaient traités par le mépris. Mediator, Vénotonique, toute une série de médicaments comme cela. Les experts, les profs de médecine, ils considéraient ça, pour eux, ils n'avaient pas à s'en occuper plus que des pastilles Valda et des bonbons, etc. Voilà, ça faisait plaisir aux gens de pouvoir faire cela. Il y avait une sorte de tolérance et de connivence sur le fait qu'on les laissait un peu rembourser parce que, non pas, l'industrie pharmaceutique considérait que toute une série de médicaments devait être un tout petit peu remboursés, juste pour donner confiance aux patients, voilà, et parce qu'il y avait dans la stratégie l'idée, un médicament remboursé par la Sécu est un médicament qui va me guérir, et donc le labo qu'il fait est un labo respectable. Donc il y a eu pendant longtemps, effectivement, une réticence. Non pas, les labos étaient d'accord pour dire, écoutez, on met un prix, on le rembourse faiblement, mais il faut que le médecin puisse dire, je vous prescris un médicament remboursé par la Sécu. Donc il y avait toute une, quoi, dans ce qui clochait dans la politique du médicament, il y a cela, me semble-t-il. Mais je reviens donc sur l'autorisation de mise sur le marché. Moi, il me semble ce qui ressort de ce qu'on analyse aujourd'hui a posteriori, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne suffit pas de faire de l'évaluation effectivement au cas par cas, produit par produit, pour donner le feu vert, en imaginant qu'on va se rattraper ensuite dans l'admission au remboursement. Je me demande si ce n'est pas plus en amont, qui font considérer qu'il y a des médicaments qui peuvent avoir un rapport bénéfice-risque non défavorable, mais pour autant n'ont pas à être dans l'arsenal thérapeutique mis sur le marché. Donc, je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais il me semble que quand on fait le tour de l'ensemble des spécialités, il y a en fait, quand on raisonne à la fois en matière sanitaire, en matière économique, il y a un certain nombre de médicaments qui n'ont peut-être pas leur place et en fait personne ne peut les arrêter. Oui.
qu'on s'entende bien, parce que quand un médicament a un rapport bénéfice-risque présumé favorable, parce que c'est toujours sur une présomption qu'on met un médicament sur le marché, puisqu'évidemment, on l'a testé que sur un nombre limité de patients, ce qui n'a rien à voir avec le nombre de la cible qui sera effectivement celle du médicament dans la vraie vie, hein, d'autant plus que il sera prescrit à des personnes âgées ou des enfants qui n'auront pas forcément été inclus dans les essais pré-AMM. Donc, à partir du moment où le rapport bénéfice-risque est favorable, mais dans la mesure où effectivement ce rapport bénéfice-risque résulte d'essais comparatifs, à partir du moment où on a bien démontré que ce médicament constituait un progrès thérapeutique par rapport à ceux de la même famille qui existent déjà sur le marché. À partir de ce moment-là, me semble-t-il, hein, il n'y a aucune raison, hein, non seulement de ne pas le mettre sur le marché, mais ensuite d'envisager son retrait, sauf si, dans l'intervalle, effectivement, il y a des alertes qui surviennent et qui témoignent, effectivement, que lors de la mise sur le marché, on a été trop optimiste, on s'est trompé, la présomption était fausse. Hein, c'est pour ça que cette distinction que vous apportez, pour moi, je dirais qu'elle n'est pas claire, hein, et peut-être qu'elle est pertinente, hein, mais j'attends de vous que vous me le prouviez. Hein, je pense parce qu'à partir du moment où on a limité le nombre de médicaments à mettre mis sur le marché en raison de cette précaution d'essais comparatifs, c'est vrai que chaque année, il y aurait beaucoup moins de médicaments mis sur le marché. Actuellement, si j'en juge les résultats que j'observe chaque année, qui sont ceux de la Commission de la transparence, en vertu du classement ASMR, quoi. Il y a tout au plus 10, 20 médicaments, peut-être 30, hein, chaque année, sur les 300 nouveaux qu'on met sur le marché, qui devraient effectivement y être. Donc vous voyez, il y a là, effectivement, la situation ne se pose plus du tout dans les mêmes termes. Voilà, c'est plus une observation qu'une question, hein, parce que... Oui, tout à fait. Hein, je vais tout à fait dans votre sens, avec ce paradoxe qu'il y a des médicaments... Quoi. Dans le fait que c'est l'industrie qui a l'initiative, on a ce paradoxe, il y a des médicaments qui manquent, par exemple les formules pédiatriques pour un certain nombre de médicaments, et qu'à l'inverse, il y a effectivement, et peut-être gériatriques, et qu'à l'inverse, il y a effectivement des innovations qui sont introduites et qui ne sont pas forcément d'une grande pertinence. Pour poursuivre sur les questions que vous avez posées aussi sur faut-il recentrer, c'est-à-dire dissoudre les agences en tant qu'établissement public pour... Hein, moi, mon point de vue est très ferme, c'est non. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le mythe selon lequel on retransférerait du directeur général de l'AFSAT au ministre est un leurre absolu. On ne transférerait pas au ministre, quoi. Regardez le ministre, vous imaginez le ministre de la Santé, du Travail et de l'Emploi, compte tenu des attributions qu'il a, regardez signer les AMM, ça n'est pas possible. Donc il le redéléguerait. Donc il déléguerait à une administration. Donc on se retrouverait dans la dilution d'une administration. Et là, il n'y aurait plus de responsable. Parce que il vaut mieux avoir un directeur général responsable qu'un ministre facialement responsable. Donc je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée. Et que ça serait même un danger majeur. Un danger majeur parce que, en fait, le système qui a défailli est un système qu'on peut faire marcher, un système dans lequel les ministères et les administrations, au niveau national comme au niveau européen, sont chargés des réglementations générales et des orientations, et où les opérateurs publics, le faisant avec un certain nombre de règles et de cadres, sont dans l'application d'un cadre général dont ils ne sont pas à l'origine pour prendre les décisions et organiser l'expertise. Et la deuxième chose, je ne pense pas
que la fameuse chose que j'ai entendue 36 fois sur la séparation de la décision, de la gestion et de l'évaluation que j'entendais quand je m'occupais de sécurité alimentaire, soit une distinction pertinente. C'est-à-dire que autant il faut séparer la gestion économique d'un problème de la gestion sanitaire d'un problème, et il ne faut pas que ce soit la même autorité qui ait la responsabilité entre les deux, mais prenez garde si les recommandations vont dans le sens d'avoir, il y a d'un côté une organisation d'expertise et il y a de l'autre côté celui qui prend les décisions, d'avoir finalement un système dans lequel il y a une co-irresponsabilité. Moi, j'ai vu ça dans le domaine de la sécurité alimentaire, parce que j'ai dirigé une agence qui n'avait pas les pouvoirs de police de gestion, et on m'expliquait que lorsque... donc, on était censé, notre mission fixée par le législateur, proposition de loi sénatoriale excellente, à cette nuance près. Donc notre responsabilité est de pouvoir garantir et assurer la sécurité sanitaire. Quand nous avions un avis d'expert, mais que nous pressentions que dans les abattoirs, dans les arrière-cuisines, etc., il y avait des règles et des préceptes qui n'étaient pas respectés, et donc que les bonnes recommandations scientifiques n'avaient aucun sens par rapport à la réalité, on m'expliquait que ça ne me regardait pas parce que c'était la gestion du risque, c'était de l'affaire de la gestion du risque. Et donc on se séparait l'un et l'autre, et donc on peut avoir, si vous rompez la chaîne, c'est difficile de dire ça parce que le système n'a pas marché pour le Mediator. C'est pour ça que je ne pense qu'on ne peut l'interpréter que par un système qui a été à un moment sous influence. Mais si vous rompez cette chaîne-là, vous risquez de recréer des renvois de balles et des irresponsabilités. Je pense que les préceptes post-transfusion sanguine, consistant à dire on sépare les responsabilités économiques des responsabilités sanitaires, point. Deuxièmement, que du côté des responsabilités sanitaires, on identifie des responsables avec la responsabilité de l'autorisation et du retrait des produits, ne doit pas être jeté à la poubelle, qu'ils doivent être rénovés, qu'ils doivent être, à mon sens, confortés, qu'ils doivent être mieux identifiés, qu'ils doivent avoir sa propre liberté. Je pense que ce qui a été curieux ces dernières années, c'est qu'il n'y a finalement eu pas de crise sanitaire. Et il faut se méfier. Moi, quand j'exerçais des responsabilités dans ce domaine-là, il y avait des crises. On s'engueulait avec les ministres, il y avait des problèmes sur tel ou tel produit alimentaire. C'était sain, parce que le système, si le système dort, ça veut dire qu'il y a des drames qui se préparent. Voilà. Donc je ne pense pas que... C'est qu'en 97, on a supprimé Pondéral et Isoméride et pas Mediator. Absolument. Ah oui, c'est ça le drame. Oui, mais... Vous ne parlez pas de ces drames-là. Non. Oui, vous parliez. Le moment où ça va dans d'autres tiroirs étanches est un moment qui reste mystérieux, même quand on lit l'ensemble du rapport de l'IGAS. Oui. Oui, alors, j'avoue que j'ai pas très bien compris. Hein. Vous voulez donc revisiter, en tout cas, ce principe qui me semblait fondamental de la séparation de l'évaluation du risque et de la gestion du risque. Je croyais que... Et alors, bon, les explications que vous avez données m'apparaissent convaincantes, mais ça se traduirait sur le plan, je dirais, organisationnel hein, des institutions. Par quoi? Est-ce qu'il faut maintenir les institutions qui existent actuellement, les agences en place? Est-ce qu'il faut donner des compétences un peu plus étendues au directeur général de l'AFSAPS, par exemple, ou au contraire, à l'inverse, donner des compétences plus étendues au ministre, puisque actuellement, le directeur général de l'AFSAPS prend des décisions concernant le médicament au nom du ministre. Et le ministre, il n'y a pas de droit d'appel, par exemple. Hein. Le ministre ne peut pas en appeler au directeur pour lui dire « Attention, vous avez pris une décision concernant tel médicament, je suis pas d'accord, revoyez votre dossier, etc. » Donc, comment... je comprends bien que la gestion économique et que la gestion sanitaire doit être séparée, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui, au moins formellement, hein, même si sur le plan, dans la réalité, ça n'est pas aussi simple que ça. Mais sur le plan du risque, de l'évaluation du risque et de la gestion du risque, la séparation est quand même nette. Donc, est-ce que, après ce que vous venez de dire, il faut modifier hein, ces institutions ou les rapports que le ministre entretient avec elles? Ou est-ce que la ligne de démarcation, au lieu d'être entre évaluation et gestion du risque, doit être en expertise et décision?
Moi, au risque d'aller un peu à contre-courant de ce qui se dit, je ne pense pas qu'il y ait à bousculer le système institutionnel et organisationnel, vraiment pas, premièrement. Deuxièmement, je pense assez logique que le ministre n'ait pas à faire appel parce que ne puisse pas revenir sur une décision, sinon ça déresponsabilise. À la limite, on pourrait imaginer qu'il puisse avoir un pouvoir conservatoire de pousser à la suspension ou retrait s'il considère que l'autorité sanitaire n'est pas assez forte, mais pas dans l'autre sens. Quand on a évoqué en 94-95 un pouvoir d'appel, ce qui a été évoqué, c'était pas dans l'idée d'être plus fort en matière de sécurité sanitaire. C'était plutôt l'industrie qui avait peur que le gendarme le sanctionne trop. Et c'est pour ça qu'on voulait laisser cette marge de manœuvre. Donc, qu'il y ait un clapet dans un sens peut-être face à une autorité sanitaire pour lequel le ministre aurait un faisceau d'indices pour dire « Attendez, je préfère qu'on se pose complètement ». Je pense que ce qu'il faut revoir juridiquement, c'est les conditions de retrait. Là aussi, c'est ça ce qui est absolument extravagant quand on lit les choses, c'est de voir que les autorités sanitaires tentent à apporter de preuves pour pouvoir sécuriser leurs décisions de suspension ou de retrait. Et ça devrait fonctionner dans l'autre sens. Moi aussi, ça m'a frappé. Je n'avais pas conscience de cela. Donc, il faut que les procédures de retrait et de suspension soient beaucoup plus sécurisées pour qu'on ne tremble pas de voir sa décision annulée, une condamnation ou intervenir. C'est une décision administrative, donc oui. On ne peut pas empêcher que celui qui se sent lésé puisse engager une action contre cette décision. Bien sûr que non, mais non. En matière de prévention, on peut aussi empêcher, si on veut faire de la prévention, ça veut dire que on ne peut pas. Je pense qu'on peut dire que, sauf erreur manifeste d'appréciation, les juristes savent faire cela. On peut considérer que d'avoir appliqué le principe de précaution, c'est-à-dire suspendu l'usage de médicaments pendant 2 ans pour finalement, éventuellement, lever les préventions, on ne doit pas faire payer à l'autorité sanitaire le fait d'avoir protégé les patients. Il me semble. Et donc, Non, et moi je suis d'accord avec vous, mais le Conseil d'État ne l'est pas forcément. L'histoire du kétoprophène est là pour prouver que quelquefois une action, alors là, qui était tout à fait à l'honneur de l'AFSAPS, a été cassée par le Conseil d'État. Il est vrai que cette décision de l'AFSAPS était en contradiction avec celle de l'Europe. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche que on peut pas, dans le même temps, si vous voulez, reprocher à l'AFSAPS de ne pas suspendre ou retirer assez, et puis s'apercevoir que le Conseil d'État n'est pas du tout dans les mêmes dispositions, puisque eux, et comme vous êtes, je crois savoir, aussi conseiller d'État, n'est-ce pas? Oui. Je pense que vous êtes mieux que quiconque en mesure de répondre à... Absolument. Pas mieux que quiconque, mais... Pas mieux, mais autant, pardon. En tout cas, bien placé pour savoir que voilà. Au-dessus de la jurisprudence du Conseil d'État, il y a la loi. Il y a la loi, oui. Donc il faudrait... Alors, je pense qu'il faut à la fois que la loi et les textes européens prévoient que les conditions dans lesquelles on puisse suspendre une autorisation mise sur le marché soient plus simples, plus rapides, doivent être moins argumentées qu'on ne l'exige aujourd'hui. Donc il faudrait modifier les textes législatifs dont nous disposons dans notre pays, bien entendu. Et au niveau européen aussi, parce qu'effectivement, je pense que là, le niveau européen l'emporte sur la loi française. Oui. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Oui. Mais je pense que on découvrirait, je pense que ce qui s'est passé en France, c'est assez logique, il y a une focalisation sur le médiateur, parce qu'on pensait en France être finalement avoir remédié à ces problèmes-là. Je pense que tous les pays européens peuvent être confrontés au même problème que celui qu'on a rencontré et dramatiquement sur le médiateur en France. D'accord. Bien. Avez-vous d'autres questions? Oui, Madame Blandin.
Nous entendons des avis très contrastés sur séparation ou non séparation de l'expertise et de la décision. Moi, je m'intéresse plus à la déontologie et à la fiabilité de l'expertise elle-même, qu'elle soit proche ou pas de la décision. Et dans cet article, on évoque cette haute autorité de l'expertise et de l'alerte, une espèce d'inspection permanente sur conflit d'intérêts, respect des protocoles, confrontation avec les études étrangères et surtout écoute des lanceurs d'alerte pour en faire fruit, pour obliger éventuellement une recherche complémentaire, mais ne pas rater des alertes comme celle d'Irène Frachon. Or, ce qui n'est pas dit dans l'article, c'est qu'on l'a voté à l'unanimité dans une loi Grenelle promulguée en 2009, en juillet 2009, et que rien n'en est sorti de ce vote, alors que c'était l'unanimité des deux chambres. Et a posteriori, on se dit, bah alors on l'a la solution, etc. Et ma question, c'est est-ce que votre vécu intérieur des cabinets ou votre observation de l'extérieur peut nous faire soupçonner que les firmes sont suffisamment puissantes pour influencer des ministres sur la mise en œuvre ou non d'un morceau d'une loi? Parce que moi, c'était un amendement que j'ai porté, et je peux vous dire que j'en suis très Marie, sans jeu de mots, mais vraiment, ça me tourmente, quoi. C'est la légitimité du Parlement qui est bafouée. La réponse est oui. Oui, bien sûr, la réponse est oui. La réponse est clairement oui. Mais ce que je pense, c'est que moi, tout mon propos consiste à essayer de montrer que même les meilleurs codes de déontologie ne résisteront jamais si les médecins, les chercheurs, les experts ne peuvent pas faire leur boulot sans avoir besoin. Quoi. Vous prenez quelqu'un qui voudrait sauver le monde en inventant des médicaments, qui fait ses études de médecine, fait un doctorat de biologie, passe le concours pour être chargé de recherche à l'INSERM ou au CNRS, il a envie de trouver des médicaments, on lui donne pas de sous public. Un laboratoire pharmaceutique vient le voir en disant écoutez, on va vous envoyer au congrès de San Francisco où il y a les meilleurs du monde, premièrement. Deuxièmement, vous avez besoin de sous pour faire fonctionner votre vous aurez cela, on n'arrive pas à vous mettre un assistant de recherche, on vous le paye, etc. Par passion, et c'est normal, il ne peut pas dire non. Voilà. Et comme c'est un bon gars, parce qu'il veut sauver le monde, quand il se trouve dans la commission où tel produit est sur la sellette, c'est pas un pervers. Donc, ça l'embêtera. Il se dit, oh là là, si je dis ce médicament, il faut le retirer. Il dit, c'est quand même pas sympa pour celui qui m'a permis par ailleurs de financer mes recherches qui vont peut-être me permettre de sauver des petits-enfants. C'est ça, le vice est là. Donc ensuite, vous mettez la meilleure commission de déontologie, de comitologie, d'expertise, etc. Il ne se passera rien. Donc vraiment, je reprends, s'il n'y a pas un financement public, quand on regarde toutes les directives qui ont été données, mais je l'ai vécu de l'intérieur, moi je voyais ça sur la sécurité alimentaire, je me suis permis l'autre jour de relever cela. Il y a l'agence que j'ai dirigée auparavant. A sorti il y a quelques mois un rapport sur les régimes amaigrissants, disons la méthode machin ou la méthode bidule, c'est pas bien. Ne disant pas un mot de ce que les pilules, c'est bizarre, c'est juste avant Mediator, que les pilules amaigrissantes, etc., pouvaient avoir un impact. Bon, j'ai regardé, le président de ce comité d'experts, il a effectivement sa déclaration d'intérêt, il est payé par les quatre gros laboratoires pharmaceutiques. Il a des liens d'intérêt avec 4 gros laboratoires pharmaceutiques. C'est compliqué de monter des recherches avec les laboratoires, même s'il est, et c'est ça le poison du conflit d'intérêts, c'est que c'est pas des gens malhonnêtes, c'est des gens, dans la vie, le plus dur dans la vie, c'est de dire non à une belle femme, ou à un beau sujet, ou etc. Voilà. Donc, je pense que il peut pas y avoir de bonne déontologie s'il n'y a pas en face un bon dénouement des conflits d'intérêts institutionnels, des organismes de recherche face à l'industrie pharmaceutique. Et il faut remonter loin là-dedans. Hein. On a trop intriqué l'un et l'autre. Hein. Et il n'y a plus de contrepoids à l'innovation.
Voilà. Il n'y a plus de contrepoids public pour pouvoir... Et on s'arrache les cheveux pour trouver effectivement des experts qui... Sur la protection des lanceurs d'alerte, bien évidemment. Moi, je me souviens de Pierre Menton. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre Menton. Menton pour le sel. Pierre Menton, on a essayé de le déstabiliser. Oui. On a essayé de le déstabiliser par les services secrets pour dire qu'en fait, il était payé par la CIA pour déstabiliser l'industrie pharmaceutique française. C'était quand même assez spectaculaire. Voilà. Et seul devant les tribunaux. Ça, c'est grave. Ouais, je revendique de l'avoir défendu. Nous avons organisé du coup, il était venu me voir, un colloque financé uniquement sur fonds publics pour remettre absolument, tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors, une autre question, peut-être une des dernières, puisque le temps s'écoule. Hein. Vous préconisez effectivement le retrait, et je suis d'accord avec vous, de l'industrie pharmaceutique de tous les secteurs de la santé qu'elle a investi en raison du retrait du service, enfin des pouvoirs publics, que pour des raisons uniquement financières. Hein. Donc, quelles mesures préconisez-vous pour le financement, effectivement, pour permettre le financement de ces activités qui jusque-là étaient financées par l'industrie pharmaceutique. Et puis j'aurai ensuite une deuxième question sur la recherche. Oui. Allez-y. Si on regarde combien ça coûte aujourd'hui aux finances publiques, ce système-là, alors on peut prendre le surcoût de la consommation de médicaments en France par rapport à d'autres pays. Ça doit faire quelques milliards. On peut prendre le coût direct des dépenses de promotion, etc. On doit encore avoir... voilà, donc on doit avoir... Il y a un peu de marge. Ça fait plusieurs milliards. Hein, oui, voilà. Oui. Ah oui. Donc, à mon avis, ça ne doit pas être extrêmement compliqué. Déjà, directement, en se privant de certains types de dépenses, de pouvoir récupérer un peu d'argent, quelques centaines de millions d'euros, pour financer plutôt des laboratoires de recherche qui travailleraient sur les risques, qui travailleraient sur l'évaluation, qui pourraient reproduire de l'expertise publique indépendante des intérêts économiques. Je pense qu'avec ça, on devrait pouvoir financer la formation médicale continue des médecins. Et que dans un deuxième temps, cet effet-là et les directives qui pourraient être données en matière d'une politique de médicaments, effectivement, moins à guichet ouvert, devrait permettre là aussi de faire quelques économies, et on doit pouvoir se fixer l'objectif, plutôt que d'augmenter les déremboursements, de diminuer la masse des médicaments remboursés. Tout ça nécessite quelques années. Ah oui, pour vous, il ne s'agit pas, par exemple, d'envisager une baisse des médicaments, du prix des médicaments, de façon à faire réaliser des économies à l'assurance maladie, qui, en contrepartie, pourrait financer directement ou indirectement ces activités qui ne seraient plus financées par l'industrie pharmaceutique. Tout à fait. Dans un premier temps, si on disait, ensuite, la vie est beaucoup plus compliquée que ce que je dis, mais si je fais le raisonnement, si on disait ce que les laboratoires pharmaceutiques dépensent en congrès, en promotion, en papier glacé, etc., ils ne dépensent plus. Qui le paye aujourd'hui, c'est la sécurité sociale. Donc on peut soit leur baisser les prix, soit les taxer de la somme équivalente. Donc premier argent qui doit pouvoir être reconsacré, cette fois sous contrôle public des fonctions qui ne sont plus assurées. Deuxième étape, si on ne se trompe pas dans notre raisonnement, ceci devrait alléger la pression économique qu'il y a sur le prescripteur, la pression économique qu'il y a sur le patient, la pression économique qu'il y a sur un certain nombre d'acteurs, et du coup avoir une influence sur la consommation de médicaments dans ce pays. Vertueux. Et donc, dans un deuxième temps, on doit encore contribuer à baisser le déficit de l'assurance maladie. Les choses sont toujours beaucoup plus compliquées qu'on ne le dit, mais quand même, je pense qu'on est dans un schéma qui est exactement à l'opposé de celui-là, donc rien ne désespère de penser qu'il peut être mis en œuvre. Non, il ne faut pas, même si on peut effectivement avoir quelques doutes sur devoir un jour prochain appliquer des mesures aussi radicales, il n'empêche pas qu'on peut les proposer, comme l'expérience montre que jamais un gouvernement ne reprend, ou très rarement, les propositions d'un rapport sénatorial. Vous voyez, mais ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer.
Oui. Je rappelais que l'Agence du médicament était issue d'un rapport sénatorial. Oui. L'AFSAPS Oui. issue Oui. d'une Oui. proposition de loi sénatoriale. Oui. L'Agence du service civique que je préside, Oui. issue d'une proposition de Oui. loi sénatoriale. Oui. Et le RSA trouve parmi ses paternités le rapport de Valérie Létard, Oui, qui est un alors, rapport sénatorial. dans le domaine du médicament, Donc, oui. moi je ne fais mon miel Oui, que d'accord. du Sénat. Oui, vous reconnaissez que dans le domaine du médicament, on a plus de difficultés, quoi. Hein, on a plus de difficultés. Bien. Alors, écoutez, je pense que sous réserve qu'il n'y ait plus de questions, hein, je vous remercie infiniment pour cette contribution dont nous allons faire notre miel comme vous faites le miel des amendements sénatoriaux. Hein. Merci infiniment, Merci, monsieur Hirsch. Merci, monsieur le sénateur.